Au lecteur. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je n'y ai eu nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis, à ce que m'ayant perdu ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse paré de beautés empruntées. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans étude et artifice. Car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, mes imperfections et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été parmi ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier, et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc. De Montaigne, ce 12 de juin 1580. Livre premier, chapitre 8, de l'oisiveté. Dernièrement, que je me retirais chez moi, délibérer autant que je pourrais ne me mêler d'autre chose que de passer en repos et à part ce peu qui me reste de vie, il me semblait ne pouvoir faire plus grande faveur à mon esprit que de le laisser en pleine oisiveté, s'entretenir soi-même et s'arrêter et rasseoir en soi. Ce que j'espérais qu'il pût m'essuie, désormais, faire plus aisément, devenu avec le temps plus puissant et plus mûr. Mais je trouve, variam semper dantotia mentem, toujours l'oisiveté rend l'esprit inconstant, qu'au rebours, faisant le cheval échapper, il se donne 100 fois plus d'affaires à soi-même qu'il n'en prenait pour autrui, et m'enfant tant de chimères et monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé de les mettre en rôle, les enregistrer, espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même. Chapitre 25 de l'institution des enfants. À un enfant de maison qui recherche les lettres, non pour le gain, car une fin si abjecte est indigne de la grâce et faveur des muses, et puis elle regarde et dépend d'autrui, ni tant pour les commodités externes que pour les siennes propres, et pour s'en enrichir et parer au-dedans, ayant plutôt envie d'en tirer un habile homme qu'un homme savant, je voudrais aussi qu'on fût soigneux de lui choisir un conducteur qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu'on y requît tous les deux, mais plus les mœurs et l'entendement que la science, et qu'il se conduisit en sa charge d'une nouvelle manière. On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un entonnoir, et notre charge, ce n'est que redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais qu'il corrigeât cette partie, et que, de belle arrivée, selon la portée de l'âme qu'il a en main, il commençât à la mettre sur la montre, à lui faire un galop d'essai, lui faisant goûter les choses, les choisir et discerner d'elle-même, quelquefois lui ouvrant le chemin, quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne veux pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son disciple parler à son tour. Socrate, et depuis Archésilas, faisaient premièrement parler leurs disciples, et puis ils parlaient à eux. Obest plerumque iis qui discere volunt auctoritas eorum qui docent. À ceux qui veulent apprendre nuit le plus souvent l'autorité de ceux qui enseignent. Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui pour juger de son train, et juger jusqu'à quel point il se doit ravaler pour s'accommoder à sa force. À faute de cette proportion, nous gâtons tout. Et de la savoir choisir
et s'y conduire bien mesurément, c'est une des plus ardues besognes que je sache. Et elle est faite d'une haute âme et bien forte, savoir condescendre à ces allures puériles et les guider. Je marche plus ferme et plus sûr à mont qu'à val. Ceux qui, comme porte notre usage, entreprennent d'une même leçon et pareille mesure de conduite, régenter plusieurs esprits de si diverses mesures et formes, ce n'est pas merveille si, en tout un peuple d'enfants, ils en rencontrent à peine 2 ou 3 qui rapportent quelque juste fruit de leur discipline. Qu'il ne lui demande pas seulement compte des mots de sa leçon, mais du sens et de la substance, et qu'il juge du profit qu'il aura fait, non par le témoignage de sa mémoire, mais de sa vie. Que ce qu'il viendra d'apprendre, il le lui fasse mettre en 100 visages et accommoder à autant de divers sujets, pour voir s'il l'a encore bien pris et bien fait sien, prenant l'instruction de son progrès des pédagogismes de Platon. Ces témoignages de crudité et indigestion que de regorger la viande comme on l'a avalée. L'estomac n'a pas fait son opération, s'il n'a fait changer la façon et la forme à ce qu'on lui avait donné à cuire, à digérer. Notre âme ne branle qu'à crédit, liée et contrainte à l'appétit des fantaisies d'autrui, serve et captivée sous l'autorité de leurs leçons. On nous attend assujettis aux cordes que nous n'avons plus de franches allures, notre vigueur et liberté est éteinte. Qu'il lui fasse tout passer par l'étamine et ne loge rien en sa tête par simple autorité et à crédit. Les principes d'Aristote ne lui soient principes, non plus que ceux des stoïciens ou épicuriens. On lui propose cette diversité de jugements, il choisira s'il peut, sinon il en demeurera en doute. Que non men que saper dubbiar m'aggrada, que non moins que savoir douter me plaît. Car s'il embrasse les opinions de Xénophon et de Platon par son propre discours, ce ne seront plus les leurs, ce seront les siennes. Qui suit un autre, il ne suit rien, il ne trouve rien, voire il ne cherche rien. Non sumus sub rege, sibi quisque se vindicet. Nous ne dépendons pas d'un roi, que chacun dispose de lui-même. Qu'il sache qu'il sait, au moins. Il faut qu'il en boive leurs humeurs, non qu'il apprenne leurs préceptes, et qu'il oublie hardiment s'il veut d'où il les tient, mais qu'il se les sache approprier. La vérité et la raison sont communes à chacun, et ne sont non plus à qui les a dites premièrement qu'à qui les dit après. Ce n'est non plus selon Platon que selon moi, puisque lui et moi l'entendons et voyons de même. Les abeilles pillotent de ça de là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur, ce n'est plus thym ni marjolaine. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra, pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement, son institution, son travail et étude ne visent qu'à le former. C'est, disait Epicharmus, l'entendement qui voit et qui oie. C'est l'entendement qui approfite tout, qui dispose tout, qui agit, qui domine et qui règne. Toutes autres choses sont aveugles, sourdes et sans âme. Certes, nous le rendons servile et couard, pour ne lui laisser la liberté de rien faire de soi. Qui demanda jamais à son disciple ce qu'il lui semble de la rhétorique et de la grammaire, de telle ou telle sentence de Cicéron? On nous les plaque en la mémoire, toutes empennées comme des oracles, où les lettres et les syllabes sont de la substance de la chose. Savoir par cœur n'est pas savoir, c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire. Ce qu'on sait droitement, on en dispose, sans regarder au patron, sans tourner les yeux vers son livre. Fâcheuse suffisance, compétence, qu'une suffisance pure livresque. Je m'attends qu'elle serve d'ornement, non de fondement, suivant l'avis de Platon, qui dit la fermeté, la foi, la sincérité être la vraie philosophie, les autres sciences et qui visent ailleurs n'être que phares.
Je voudrais que le Paluel ou Pompée, ces beaux danseurs de mon temps, apprissent des cabrioles à les voir seulement faire, sans nous bouger de nos places, comme ceux-ci veulent instruire notre entendement, sans les branler. Ou qu'on nous apprît à manier un cheval, ou une pique, ou un luth, ou la voix, sans nous y exercer, comme ceux-ci nous veulent apprendre à bien juger et à bien parler, sans nous exercer ni à parler ni à juger. Or, à cet apprentissage, tout ce qui se présente à nos yeux sert de livre suffisant. La malice d'un page, la sottise d'un valet, un propos de table, ce sont autant de nouvelles matières. À cette cause, le commerce des hommes y est merveilleusement propre, et la visite des pays étrangers, non pour en rapporter seulement à la mode de notre noblesse française, combien de pas à Santa Rotonda, ou la richesse des caleçons de la signora Livia, ou, comme d'autres, combien le visage de Néron de quelques ruines de là est plus long ou plus large que celui de quelques pareilles médailles, mais pour en rapporter principalement les humeurs de ces nations et leurs façons, et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui. Je voudrais qu'on commençât à le promener dès sa tendre enfance, et premièrement, pour faire d'une pierre deux coups par les nations voisines où le langage est plus éloigné du nôtre, et auxquelles, si vous ne la formez de bonne heure, la langue ne se peut plier. Aussi bien est-ce une opinion reçue d'un chacun que ce n'est pas raison de nourrir un enfant au giron de ses parents. Cet amour naturel les attendrit trop et relâche, voire les plus sages. Ils ne sont capables ni de châtier ses fautes, ni de le voir nourri grossièrement comme il faut, et hasardeusement. Ils ne le sauraient souffrir revenir suant et poudreux de son exercice, boire chaud, boire froid, ni le voir sur un cheval rebours, ni contre un rude tireur le fleuret au poing, ou la première arquebuse. Car il n'y a remède. Qui en veut faire un homme de bien, sans doute il ne le faut épargner en cette jeunesse, et souvent choquer les règles de la médecine. Ce n'est pas assez de lui roidir l'âme, il lui faut aussi roidir les muscles. Elle est trop pressée si elle n'est pas secondée, et a trop à faire de seule fournir à deux offices. Je sais combien Anne, la mienne, en compagnie d'un corps si tendre, si sensible, qui se laisse si fort aller sur elle, et aperçois souvent en ma leçon, dans mes lectures, qu'en leurs écrits, mes maîtres font valoir pour magnanimité, force de courage, des exemples qui tiennent volontiers plus de l'épaississure de la peau et dureté des os. J'ai vu des hommes, des femmes et des enfants ainsi nés qu'une bastonnade leur est moins qu'à moi une chiquenaude, qui ne remuent ni langue ni sourcils au coup qu'on leur donne. Quand les athlètes contrefont les philosophes en patience, c'est plutôt vigueur de nerfs que de cœur. Et puis, l'autorité du gouverneur, qui doit être souveraine sur lui, s'interrompt et s'empêche par la présence des parents. Joint que ce respect que la famille, les domestiques, lui portent, la connaissance des moyens et grandeurs de sa maison, ce ne sont à mon opinion pas légères incommodités en cet âge. On lui apprendra de n'entrer en discours et contestation que là où il verra un champion digne de sa lutte, et là même à n'employer pas tous les tours qui lui peuvent servir, mais ceux-là seulement qui lui peuvent le plus servir. Qu'on le rende délicat au choix et triage de ses raisons, et aimant la pertinence, et par conséquent la brièveté. Qu'on l'instruise surtout à se rendre et à quitter les armes à la vérité, tout aussitôt qu'il l'apercevra, soit qu'elle naisse esse-main de son adversaire, soit qu'elle naisse en lui-même par quelque ravisement. Qu'on lui fasse entendre que de confesser la faute qu'il découvrira en son propre discours, encore qu'elle ne soit aperçue que par lui, c'est un effet de jugement et de sincérité, qui sont les principales parties qu'il cherche. Que l'opiniâtrer et contester sont qualités communes, plus apparentes aux plus basses âmes. Que se raviser et se corriger, abandonner un mauvais parti sur le cours de son ardeur, ce sont qualités rares, fortes et philosophiques. On l'avertira
étant en compagnie, d'avoir les yeux partout, car je trouve que les premiers sièges sont communément saisis par les hommes moins capables, et que les grandeurs de fortune ne se trouvent guère mêlées à la suffisance, ne vont guère de pair avec la compétence. J'ai vu, cependant qu'on s'entretenait au haut bout d'une table de la beauté d'une tapisserie ou du goût de la malvoisie, se perdre beaucoup de beaux traits à l'autre bout. Il sondera la portée d'un chacun, un bouvier, un maçon, un passant. Il faut tout mettre en besogne et emprunter chacun selon sa marchandise, car tout sert en ménage. La sottise même et faiblesse d'autrui lui sera instruction. À contrôler les grâces et façons d'un chacun, il s'engendrera envie des bonnes et mépris des mauvaises. Il se tire une merveilleuse clarté pour le jugement humain de la fréquentation du monde. Nous sommes tous contraints et amoncelés en nous, et avons la vue raccourcie à la longueur de notre nez. On demandait à Socrate d'où il était. Il ne répondit pas d'Athènes, mais du monde. Lui qui avait l'imagination plus pleine et plus étendue, embrassait l'univers comme sa ville, jetait ses connaissances, sa société et ses affections à tout le genre humain, non pas comme nous, qui ne regardons que sous nous. Quand les vignes gèlent en mon village, mon prêtre en argumente l'ire de Dieu sur la race humaine et juge que la pépille en tienne déjà les cannibales. À voir nos guerres civiles qui ne crient que cette machine se bouleverse et que le jour du jugement nous prend au collet, sans s'aviser que plusieurs pires choses se sont vues et que les 10 000 parts du monde ne laissent pas de galer le bon temps cependant. Moi, selon leur licence et impunité, admire de les voir si douces et molles. À qui ils grêlent sur la tête, tout l'hémisphère semble être en tempête et orage. Et disait le Savoyard que si ce sot de roi de France eût su bien conduire sa fortune, il était homme pour devenir maître d'hôtel de son duc. Son imagination ne concevait autre plus élevée grandeur que celle de son maître. Nous sommes insensiblement tous en cette erreur, erreur de grande suite et préjudice, mais qui se présente comme dans un tableau cette grande image de notre mère nature en son entière majesté, qui lit en son visage une si générale et constante variété, qui se remarque là-dedans, et non soi, mais tout un royaume, comme un trait d'une pointe très délicate. Celui-là seul estime les choses selon leur juste grandeur. Ce grand monde, que les uns multiplient encore comme espèces sous un genre, c'est le miroir où il faut regarder pour nous connaître de bons biais. Somme, je veux que ce soit le livre de mon écolier. Tant d'humeurs, de sectes, de jugements, d'opinions, de lois et de coutumes nous apprennent à juger sainement des nôtres, et apprennent notre jugement à reconnaître son imperfection et sa naturelle faiblesse, qui n'est pas un léger apprentissage. Tant de remuements d'État et changements de fortune publique nous instruisent à ne pas faire grand miracle de la nôtre. Tant de noms, tant de victoires et conquêtes ensevelies sous l'oubliance rendent ridicule l'espérance d'éterniser notre nom par la prise de 10 argolets et d'un Pouillet qui n'est connu que de sa chute. L'orgueil et la fierté de tant de pompes étrangères, la majesté si enflée de tant de cours et grandeurs, nous fermitent et assurent la vue à soutenir l'éclat des nôtres sans scier les yeux. Tant de milliasses d'hommes enterrés avant nous nous encouragent à ne craindre d'aller trouver si bonne compagnie en l'autre monde. Ainsi du reste. On lui dira que c'est que savoir et ignorer qui doit être le but de l'étude, que c'est que vaillance, tempérance et justice, ce qu'il y a à dire entre l'ambition et l'avarice, la différence entre l'ambition et l'avidité, la servitude et la sujétion, la licence et la liberté. À quelle marque on connaît le vrai et solide contentement,
jusqu'où il faut craindre la mort, la douleur et la honte. Et quoquemque modo fugiatque feratque laborem, et de quelle façon fuir ou supporter chaque épreuve. Quels ressorts nous meuvent, et le moyen de tant divers branles en nous. Car il me semble que les premiers discours de quoi on lui doit abreuver l'entendement, ce doivent être ceux qui règlent ses mœurs et son sens, qui lui apprendront à se connaître et à savoir bien mourir et bien vivre. Entre les arts libéraux, commençons par l'art qui nous fait libres. Chapitre 26. C'est folie de rapporter le vrai et le faux à notre suffisance. Ce n'est pas à l'aventure sans raison que nous attribuons à simplesse et ignorance la facilité de croire et de se laisser persuader. Car il me semble avoir appris autrefois que la créance était comme une impression qui se faisait dans notre âme, et à mesure qu'elle se trouvait plus molle et de moindre résistance, il était plus aisé à y en prendre quelque chose. D'autant que l'âme est plus vide et sans contrepoids, elle se baisse plus facilement sous la charge de la première persuasion. Voilà pourquoi les enfants, le vulgaire, les femmes et les malades sont plus sujets à être menés par les oreilles. Mais aussi, de l'autre part, c'est une sorte de présomption d'aller dédaignant et condamnant pour faux ce qui ne nous semble pas vraisemblable, qui est un vice ordinaire de ceux qui pensent avoir quelque suffisance, quelque compétence, outre la commune. J'en faisais ainsi autrefois, et si j'oyais parler, ou des esprits qui reviennent, ou du pronostic des choses futures, des enchantements, des sorcelleries, ou faire quelque autre conte où je ne pense pas mordre, il me venait compassion du pauvre peuple abusé de ses folies. Et à présent je trouve que j'étais pour le moins autant à plaindre moi-même. Non que l'expérience m'ait depuis rien fait voir au-dessus de mes premières créances, et si, et pourtant, n'a pas tenu à ma curiosité. Mais la raison m'a instruit que de condamner ainsi résolument une chose pour fausse et impossible, c'est se donner l'avantage d'avoir dans la tête les bornes et limites de la volonté de Dieu et de la puissance de notre mère nature, et qu'il n'y a point de plus notable folie au monde que de les ramener à la mesure de notre capacité et suffisance. Si nous appelons monstres ou miracles ceux où notre raison ne peut aller, combien s'en présente-t-il continuellement à notre vue? Considérons au travers de quels nuages et comment à tâtons on nous mène à la connaissance de la plupart des choses qui nous sont entre mains. Certes, nous trouverons que c'est plutôt accoutumance que science qui nous en ôte l'étrangeté, et que ces choses-là, si elles nous étaient présentées de nouveau, comme des nouveautés, nous les trouverions autant ou plus incroyables qu'aucune autre. Celui qui n'avait jamais vu de rivière, à la première qu'il rencontra, il pensa que ce fut l'océan. Et les choses qui sont à notre connaissance les plus grandes, nous les jugeons être les extrêmes que nature fasse en ce genre. La nouveauté des choses nous incite plus que leur grandeur à en rechercher les causes. Il faut juger avec plus de révérence de cette infinie puissance de nature et plus de reconnaissance de notre ignorance et faiblesse. Combien y a-t-il de choses peu vraisemblables, témoignées par gens dignes de foi, desquelles, si nous ne pouvons être persuadés, au moins les faut-il laisser en suspens. Car de les condamner impossibles, c'est se faire fort, par une téméraire présomption, de savoir jusqu'où va la possibilité. Si l'on entendait bien la différence qu'il y a entre l'impossible et l'inusité, et entre ce qui est contre l'ordre du cours de la nature et contre la commune opinion des hommes, en ne croyant pas témérairement, ni aussi ne décroyant pas facilement, on observerait la règle de rien trop, commandée par Chilon. Chapitre 27 de l'amitié.
Ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il y a, au-delà de tout mon discours et de ce que j'en puis dire particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et par des rapports que nous ayons l'un de l'autre, qui faisaient à notre affection plus d'efforts, plus d'effet, que ne porte la raison des rapports, je crois par quelque ordonnance du ciel. Nous nous embrassions par nos noms. Et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre. Il écrivit une satire latine excellente, qui est publiée, par laquelle il excuse et explique la précipitation de notre intelligence, si promptement parvenue à sa perfection. Ayant si peu à durer, et ayant si tard commencé, car nous étions tous deux hommes faits, et lui plus de quelques années, elle n'avait point à perdre temps et à se régler au patron des amitiés molles et régulières, auxquelles il faut tant de précautions, de longues et préalables conversations, fréquentations. Cette-ci n'a point d'autre idée que d'elle-même, et ne se peut rapporter qu'à soi. Ce n'est pas une spéciale considération, ni 2, ni 3, ni 4, ni 1000. C'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange, qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena à se plonger et se perdre dans la sienne, qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena plonger et se perdre dans la mienne, d'une fin, d'une concurrence pareille, d'une émulation pareille. Je dis perdre à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien ou mien. L'ancien Ménandre disait celui-là heureux qui avait pu rencontrer seulement l'ombre d'un ami. Il avait certes raison de le dire, même, surtout, s'il en avait tâté. Car, à la vérité, si je compare tout le reste de ma vie, quoiqu'avec la grâce de Dieu je l'ai passée douce, aisée, et sauf la perte d'un tel ami, exempte d'afflictions pesantes, pleine de tranquillité d'esprit, ayant pris en paiement, me contentant de mes commodités naturelles et originelles, sans en rechercher d'autres, si je la compare, dis-je, toute aux 4 années qu'il m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce personnage, ce n'est que fumée, ce n'est qu'une nuit obscure et ennuyeuse. Depuis le jour que je le perdis, je ne fais que traîner languissant. Et les plaisirs mêmes qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler, me redoublent le regret de sa perte. Nous étions à moitié de tout. Il me semble que je lui dérobe sa part. J'étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième partout qu'il me semble n'être plus qu'à demi. Chapitre 29 de la modération. Comme si nous avions l'attouchement infect, nous corrompons par notre maniement les choses qui d'elles-mêmes sont belles et bonnes. Nous pouvons saisir la vertu de façon qu'elle en deviendra vicieuse si nous l'embrassons d'un désir trop âpre et violent. Ceux qui disent qu'il n'y a jamais d'excès en la vertu, d'autant que ce n'est plus vertu si l'excès y est, se jouent des paroles. Insani sapiens nomen ferat, aequus iniqui,
ultraquam satisest virtutem si petatipsam. Le sage porterait le nom d'insensé, le juste celui d'injuste, s'il recherchait la vertu elle-même au-delà de la mesure. C'est une subtile considération de la philosophie. On peut et trop aimer la vertu et se porter excessivement dans une action juste. À ce biais s'accommode la loi divine. Ne soyez pas plus sage qu'il ne faut, mais soyez sobrement sage. J'ai vu tel grand blesser la réputation de sa religion pour se montrer, parce qu'il se montrait, religieux outre tout exemple des hommes de sa sorte. J'aime des natures tempérées et moyennes. L'immodération vers le bien même, si elle ne m'offense, elle m'étonne et me met en peine de la baptiser. Ni la mère de Pausanias, qui donna la première instruction et porta la première pierre à la mort de son fils, ni le dictateur Postumius, qui fit mourir le sien, que l'ardeur de la jeunesse avait heureusement poussé sur les ennemis un peu avant son rang, ne me semble si juste comme étrange, et n'aime ni à conseiller ni à suivre une vertu si sauvage et si chère. L'archer qui outrepasse le blanc, faux, échoue, comme celui qui n'y arrive pas. Et les yeux me troublent à monter à coups vers une grande lumière, également comme à dévaler à l'ombre. Calliclès, en Platon, dit l'extrémité de la philosophie être dommageable et conseille de ne s'y enfoncer outre les bornes du profit, que prise avec modération elle est plaisante et commode, mais qu'enfin elle rend un homme sauvage et vicieux, dédaigneux des religions et lois communes, ennemi de la conversation civile, de la fréquentation de ses concitoyens, ennemi des voluptés humaines, incapable de toute administration politique et de secourir autrui et de se secourir à soi, propre à être impunément souffleté. Il dit vrai, car en son excès, elle esclave notre naturelle franchise et nous dévoie par une importune subtilité du beau et plein chemin que nature nous a tracé. L'amitié que nous portons à nos femmes, elle est très légitime. La théologie ne laisse pas de la brider pourtant et de la restreindre. Il me semble avoir lu autrefois chez saint Thomas, en un endroit où il condamne les mariages des parents à degré défendus, cette raison parmi les autres, qu'il y a danger que l'amitié qu'on porte à une telle femme soit immodérée. Car si l'affection maritale s'y trouve entière et parfaite comme elle doit, et qu'on la surcharge encore de celle qu'on doit à la parentèle, il n'y a point de doute que ce surcroît n'emporte un tel mari hors les barrières de la raison. Chapitre 30 des cannibales. 3 d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, de l'Europe, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérable de s'être laissé piper au désir de la nouveauté et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen, du temps que le feu roi Charles IX y était. Le roi parla à eux longtemps. On leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville. Après cela, quelqu'un en demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'ils en avaient trouvé de plus admirable. Ils répondirent 3 choses, dont j'ai perdu la 3e et en suis bien mari. Mais j'en ai encore 2 en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi. Il est vraisemblable qu'ils parlaient des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant, et qu'on ne choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Secondement, ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres,
qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et que leur moitié étaient mendiants à leurs portes, décharnés de faim et de pauvreté, et trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice, qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou missent le feu à leur maison. Je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un truchement qui me suivait si mal, et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise, que je n'en pus tirer guère de plaisir. Sur ce que je lui demandai, quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine et nos matelots le nommaient roi. Il me dit que c'était marché le premier à la guerre. De combien d'hommes il était suivi? Il me montra une espace de lieues pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait en une telle espace. Ce pouvait être 4 ou 5 000 hommes. Si hors la guerre toute son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait cela que, quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leur bois par où il put passer bien à l'aise. Tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi? Il ne porte point de haut de chausse. Chapitre 42. De l'inégalité qui est entre nous. Plutarque dit en quelques lieux qu'il ne trouve point si grande distance de bête à bête comme il trouve d'homme à homme. Il parle de la suffisance de l'âme et qualités internes. À la vérité, je trouve si loin d'Épaminondas, comme je l'imagine, jusques à tel que je connais, je dis capable de sens commun, que j'enchérirais volontiers sur Plutarque, et dirais qu'il y a plus de distance de tel à tel homme qu'il n'y a de tel homme à telle bête, et qu'il y a autant de degrés d'esprit qu'il y a d'ici au ciel de brasses, et autant innumérables. Mais à propos de l'estimation des hommes, c'est merveille que, sauf nous, aucune chose ne s'estime que par ses propres qualités. Nous louons un cheval de ce qu'il est vigoureux et adroit, non de son harnais, un lévrier de sa vitesse, non de son collier, un oiseau de son aile, non de ses longes et sonnettes. Pourquoi de même n'estimons-nous un homme par ce qui est sien? Il a un grand train de vie, un beau palais, tant de crédit, tant de rente. Tout cela est autour de lui, non en lui. Vous n'achetez pas un chat en poche. Si vous marchandez un cheval, vous lui ôtez ses bardes, vous le voyez nu et à découvert. Ou, s'il est couvert, comme on les présentait anciennement aux princes à vendre, c'est par les parties moins nécessaires, afin que vous ne vous amusiez pas à la beauté de son poil ou largeur de sa croupe, et que vous vous arrêtiez principalement à considérer les jambes, les yeux et le pied, qui sont les membres les plus utiles. Pourquoi, estimant un homme, l'estimez-vous tout enveloppé et empaqueté? Il ne nous fait montre que des parties qui ne sont aucunement siennes, et nous cache celles par lesquelles seul on peut vraiment juger de son estimation, de sa valeur. C'est le prix de l'épée que vous cherchez, non de la gaine. Vous n'en donnerez à l'aventure pas un quatrain, pas un sou, si vous l'avez dépouillé. Il le faut juger par lui-même, non par ses atours. Et comme dit très plaisamment un ancien, savez-vous pourquoi vous l'estimez grand? Vous y comptez la hauteur de ses patins, des souliers à semelles fort épaisses. La base n'est pas de la statue, mesurez-le sans ses échasses, qu'il mette à part ses richesses et honneurs, qu'il se présente en chemise. A-t-il le corps propre à ses fonctions, sain et allègre? Quelle âme a-t-il? Est-elle belle, capable et heureusement pourvue de toutes ses pièces? Est-elle riche du sien ou de l'autrui? La fortune y a-t-elle que voir? Si les yeux ouverts, elle attend les épées traites, tirées, s'il ne lui chaud par où lui sorte la vie, par la bouche ou par le gosier, si elle est rassise, écable, égale, et contente, c'est ce qu'il faut voir, et juger par là les extrêmes différences qui sont entre nous. Est-il
sapiens, sibi quim periosus, quem neque pauperies, neque mors, neque vincula terrent. Responsare cupidilibus contemner honores fortis, et in seipso totus teres atque rotundus, externine quid variat per legue morari, in quem mancaruit semper fortuna. Sage, maître de lui-même, que ni la pauvreté, ni la mort, ni la prison n'effraient, ferme pour résister au désir et mépriser les honneurs, tout en soi, rond et poli, pour que rien d'extérieur n'ait de prise sur lui, que la fortune assaille toujours sans succès. Un tel homme est 500 brasses au-dessus des royaumes et des duchés. Il est lui-même assoit son empire. Que lui reste-t-il à désirer? Comparez-lui la tourbe de nos hommes, stupide, basse, servile, instable et continuellement flottante en l'orage des passions diverses qui la poussent et repoussent, pendant toute d'autrui. Il y a plus d'éloignement que du ciel à la terre. Et toutefois, l'aveuglement de notre usage est tel que nous en faisons peu ou point d'état. Là où si nous considérons un paysan et un roi, un noble et un vilain, un magistrat et un homme privé, un riche et un pauvre, il se présente soudain à nos yeux une extrême disparité, qui ne sont différentes par manière de dire qu'en leur chausse. Car, comme les joueurs de comédie, vous les voyez sur l'échafaud, sur la scène, faire une mine de duc et d'empereur, mais bientôt après, les voilà devenus valets et crocheteurs misérables, qui est leur naïve et originelle condition. Aussi, l'empereur, duquel la pompe vous éblouit en public, voyez-le derrière le rideau, ce n'est rien qu'un homme commun, et à l'aventure plus vil que le moindre de ses sujets. La couardise, l'irrésolution, l'ambition, le dépit et l'envie l'agitent comme un autre, et le soin et la crainte le tiennent à la gorge au milieu de ses armées. La fièvre, la migraine et la goutte l'épargnent-elles non plus que nous? Quand la vieillesse lui sera sur les épaules, les archers de sa garde l'en déchargeront-ils? Quand la frayeur de la mort le transira, se rassurera-t-il par l'assistance des gentilshommes de sa chambre? Quand il sera en jalousie et caprice, nos bonnes tades le remettront-elles? Ce ciel de lit tout enflé d'or et de perles n'a aucune vertu à apaiser les tranchées, les douleurs aiguës d'une verte colique.